Bonjour à toutes et à tous. On va attaquer cette dernière table ronde de la matinée. Avant d'aller se restaurer, on a tous faim. J'ai la chance d'avoir avec moi pour en parler Thierry, qui a déjà fait un peu le lien lors de son intervention lors de la précédente table ronde, mais sur voilà, comment éditer, comment valoriser des grands auteurs avec un travail justement d'éditorialisation. Thierry est bien placé pour en parler. Il va nous en dire quelques mots dans un tout petit instant. On est aussi en ligne effectivement avec Frédéric Boilet, auteur, qu'on va voir apparaître normalement derrière nous quand Bastien va nous l'afficher. Frédéric Boilet qui a un positionnement intéressant, on va discuter avec lui parce qu'il est en discussion avec le musée de la Cité pour faire don d'une partie de ses œuvres. Et donc on va voir avec lui le travail qu'il fait autour de ça et surtout peut-être l'objectif qu'il poursuit, sans doute aussi dans un objectif de valorisation de son travail. Est-ce qu'il est là? Oui. Bonjour Frédéric, on vous Oui, voit, bonjour, vous m'entendez? Salut on Thierry. vous entend très bien, Salut Mathieu, c'est ça? exactement. Oui. Et Thierry. Et Thierry, oui, j'ai bien reconnu mon ami Thierry. On est aussi avec Julien Papelier qui dirige les éditions Dupuis. Bonjour Bonjour à Julien, est-ce toutes qu'on et le voit? tous. Voilà. Là aussi avec Dupuis qui évidemment a un catalogue très important et qui cherche à le valoriser. On va en discuter. Et puis on est en ligne avec la Corée du Sud, Sang-Jun On, j'espère que je le prononce bien, professeur à l'Université nationale de Bucheon en Corée du Sud, et qui va nous parler de la politique menée sur place sur la réédition de grands classiques, notamment à travers un centre qui ressemble un petit peu au nôtre et qui est installé là-bas. Bonjour. Bonjour. Bon, on va attaquer. Je vais vous laisser la parole chacun à votre tour, quelques minutes, juste pour vous positionner par rapport au sujet. Et comme il est à mes côtés, je vais commencer avec Thierry, qui a édité et qui va sans doute le faire encore et rééditer des grands auteurs. Parle-nous un peu de ton travail et de comment tu te positionnes par rapport à ce sujet. Oui, donc c'est bien en tant qu'éditeur que j'interviens dans cette table ronde et non pas en tant que spécialiste ou historien de la bande dessinée, mais vous allez voir que les deux sont liés. Donc, très brièvement, j'ai créé ma maison d'édition à Angoulême en 2002, d'où son nom, les éditions de l'an 2. Et cette petite compagnie indépendante a été absorbée par le groupe Actes Sud 5 ans plus tard. Et donc, c'est devenu une collection qui se poursuit encore aujourd'hui sous le nom de Actes Sud l'an 2, dans laquelle j'ai effectivement procédé à un certain nombre d'exhumations d'œuvres à caractère patrimonial. Mais avant parce que j'ai préparé quelques images que je vais faire défiler très rapidement, juste avant qu'on commence à les regarder, je voudrais faire une petite déclaration liminaire pour un éditeur, puisque là, notre sujet, c'est le point de vue des éditeurs sur le patrimoine. Il ne s'agit pas simplement du rapport aux grands auteurs du passé. Il est important, je crois, de souligner que tout éditeur, au bout d'un certain temps d'activité, est adossé à un patrimoine propre qui est son fonds de catalogue. Et que c'est de sa responsabilité que de le maintenir vivant. Je suis certain que Julien Papelier va nous expliquer ce qu'il en est chez Dupuis pour proposer, faire découvrir aux nouvelles générations les grandes séries du fonds Dupuis qui ont fait les belles heures du journal Spirou, mais qui souvent ont des 40, 50, 60 ans d'âge. Et donc, il faut trouver un moyen de les rajeunir, de les repackager autrement, pour qu'elles restent vivantes. Mais en fait, même si on ne s'inscrit pas dans cette logique de série et qu'on fait par exemple du roman graphique, comme la plupart des éditeurs de la nouvelle génération, apparus ces 20 ou 30 dernières années, et on s'aperçoit que très, très vite, il y a des pans entiers du catalogue qui disparaissent. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont édités à 2000, 3000 exemplaires. Ils se vendent très bien pendant les premières semaines, puis après, il y a une espèce de queue de traîne comme ça qui fait qu'on continue à en vendre 10, 20, 30 par mois, et au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, le tirage vient à s'épuiser. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne fait rien, eh bien, ça veut dire que ces livres, très, très vite, vont tomber dans l'oubli. Et c'est dommage du point de vue de la responsabilité que l'éditeur a vis-à-vis de ses auteurs, des auteurs qu'il est censé défendre. Et donc, on voit là qu'il y a des éditeurs... Ça, c'est la traduction en coréen. On voit qu'il y a des éditeurs qui ont, par rapport à ça,
à ce problème des attitudes extrêmement différentes. Et par exemple, on peut saluer la politique exemplaire en la matière de l'association qui régulièrement procède à de nouveaux tirages courts. Alors c'est vrai que c'est plus facile quand c'est en noir et blanc, mais désormais, même en couleur, c'est devenu possible financièrement parlant, de manière à maintenir vivant la plupart des titres des auteurs qu'ils continuent d'accompagner dans le temps. Mais chez beaucoup d'autres éditeurs, ce n'est absolument pas le cas. Hein. Et donc, je pourrais citer ici, je ne le ferai pas parce que c'est désobligeant pour eux, mais des gens qui ont eu véritablement une importance dans le paysage de la bande dessinée française il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui sont toujours là, qui sont toujours en vie, qui pour certains d'entre eux produisent encore et dont 80% de la production n'est plus disponible. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas l'œuvre dont ils ont accouché. Voilà, elle n'est plus proposée au public. Fin de la parenthèse. Belle parenthèse. Alors, Bastien, si tu veux faire défiler, je vais vous montrer très, très rapidement ce que comme non, mais quand même pas si vite. Ce que, comme éditeur, j'ai pu faire dans le domaine patrimonial. Donc, d'abord, des livres sur des grands noms de la bande dessinée française, mais justement des auteurs qui me semblaient absolument centraux et sur lesquels il n'existait quasiment pas de littérature critique. Donc, l'idée, c'est de les faire redécouvrir dans toutes les facettes de leur création. On voit ici Forest et Alain Saint-Augan. Ou bien encore... ce livre, Maurice Franquin, Peyo et le dessin animé, coécrit par Philippe Capard et Hervine Dejas, qui est ici, accompagné d'un DVD qui, pour la première fois, a pu faire découvrir aux admirateurs de ces 3 grands noms de la bande dessinée belge les dessins animés sur lesquels ils avaient pu travailler au tout début de leur carrière quand ils étaient ensemble collaborateurs d'un petit studio qui s'appelait CBA. Donc là, c'est un vrai travail d'exhumation, difficile à porter quand on est un tout petit éditeur, hein, parce que c'est un livre en couleur avec un DVD inclus. Les films ont dû être restaurés, donc vous imaginez la lourdeur quand même d'une entreprise telle que celle-là. Bon. Là, on part aux États-Unis. Arthur Burdett Frost est considéré comme le principal pionnier de la bande dessinée américaine avant les Katzenjammer Kids, avant Winsor McCay, qui citait son nom comme étant l'artiste qu'il avait le plus influencé, parce que lui, il ne publiait pas dans les journaux, dans la presse quotidienne, c'était donc pas du comic strip, c'était des pages qui paraissaient dans des magazines satiriques comme Life, Judge ou Puck, et qui ont été reprises de son vivant sous la forme de 3 albums. Eh bien, cette anthologie A.B. Frost réunit la totalité des 3 albums. Donc, l'œuvre complète d'Arthur Burdett Frost, proposée pour la première fois aux lecteurs français, parce qu'en France, on n'avait jamais pu voir ne fût-ce qu'une seule page de cet artiste. Hein. Quelques spécialistes en connaissaient le nom, mais son travail était absolument pas connu. Voilà, un autre Américain, Fletcher Hanks, qui lui a travaillé dans le monde du comic book pendant une période extrêmement brève, de 1939 à 1941. Et donc, ce sont les tout débuts de l'industrie du comic book. Il a produit quantité de récits dans des titres qui étaient vraiment de série B, voire de série Z. On lui doit quand même l'invention de la première super-héroïne que vous voyez en couverture à droite, là sur l'écran, Fantoma, qui précède de quelques mois l'invention de Wonder Woman, hein, généralement citée comme la première super-héroïne. Bah, donc c'est faux puisque Fantoma est antérieure. Et en fait, si tu peux passer l'image suivante, Bastien, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ce sont des histoires complètement folles, complètement déjantées, dont on ne sait s'il faut les lire au 2e degré ou au 1e degré, qui sont boursouflées d'une espèce de logorée complètement amphigourique comme ça, qui est très très drôle finalement, mais avec un dessin qui a une modernité étonnante, souvent proche de l'art brut, des couleurs qui sont très flashy, très pop, etc. Enfin bref, un artiste qui vraiment sort complètement du lot quand on regarde ce qui se publiait à l'époque. Ben, c'est Paul Karazic, lui-même dessinateur et historien de la bande dessinée aux États-Unis, qui a redécouvert Fletcher Hanks. On a publié un premier livre avec 15 de ses histoires, qui miraculeusement a connu un vrai succès, à la fois public et critique.
je vous dis tout de suite que c'est généralement pas le cas de tout ce que je vous montre là. Hein. Généralement, les albums patrimoniaux, ça marche pas. Et donc, du coup, on a fait un deuxième livre avec l'intégralité de sa production. Tout ce qu'il a fait pendant 2 ans, plus de 50 histoires. Là encore, les œuvres complètes de Fletcher Hanks. Ça, ce serait pas possible si c'était pas une coédition avec un éditeur américain, Fantagraphics Books en l'occurrence. On y reviendra peut-être. Alors, restons dans le domaine des États-Unis avec des strips. Il y a, dans l'histoire du strip américain, du comic strip, il y a un certain nombre de chefs-d'œuvre qui sont peu ou mal connus en France. Et donc, je n'ai jamais eu pour ambition d'en publier l'intégralité, mais au moins un volume permettant au public français d'aujourd'hui de découvrir ces personnages, de découvrir le travail de ces auteurs qui sont des grands auteurs. Par exemple, Ernie Bushmiller pour Nancy. Vous connaissez peut-être la silhouette de cette petite fille et on a choisi de traduire plus particulièrement les strips parus pendant la période de la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils sont doublement intéressants. À la fois, c'est un bon échantillon de la bonne période de Nancy, mais c'est aussi, on peut voir comment les petits-enfants américains vivaient cette période-là et l'incidence que les événements géopolitiques pouvaient avoir sur leur vie quotidienne. Donc, à ce titre-là, c'était doublement intéressant. Autre strip quotidien qui n'a existé que pendant un petit nombre d'années, Sam Strip, qui est très connu des sémiologues et des théoriciens de la bande dessinée, parce que c'est un strip réflexif, un métastrip, si vous voulez, c'est-à-dire que le personnage principal, qui s'appelle Sam, petit bonhomme rondouillard, non, on l'a passé, là voilà, a fait profession d'être héros de comic strip. Donc, c'est un héros professionnel qui interagit avec son dessinateur, avec ses comparses, qui fréquente d'autres personnages connus, comme ici Blondie dans le strip du bas, hein, qui viennent faire un passage éclair dans son strip à lui, dont il est le propriétaire et le gérant, en quelque sorte. Alors, c'est souvent très, très drôle et ça dit beaucoup de choses sur les coulisses de l'industrie du comic strip à cette époque. Là, on est dans les années 1960. Barnaby, enfin, non pas enfin, parce qu'il y en a un autre après, de Crockett Johnson, c'est un véritable chef-d'œuvre, une bande dessinée qui est à cheval entre la chronique de la vie quotidienne et le merveilleux façon Little Nemo, puisque le héros est un petit garçon qui voudrait avoir une fée comme marraine, et en fait, il hérite d'un parrain fée sous la forme de ce gros bonhomme avec des petites ailes dans le dos, dont le cigare tient lieu de baguette magique, et qui est un personnage, Mr. O'Malley, haut en couleur, une création véritablement, une création littéraire digne de Dickens, hein, avec un langage tout à fait particulier. C'est remarquablement écrit, c'est dessiné dans un style ligne claire, vous voyez, et toute la saveur du strip vient de ce qu'on ne sait pas si ce personnage existe seulement dans l'imagination du petit garçon ou s'il existe vraiment. C'est indécidable. Bon. Polly and Her Pals, c'est un autre grand classique donc, de Cliff Sterrett qui avait été parcimonieusement publié en France dans quelques illustrés dans les années 30 ou juste après la guerre, mais jamais sous forme de volume, si ce n'est en noir et blanc dans un format qui ne convenait pas. Donc, on a fait un grand livre en couleur avec 2 années complètes de la meilleure période de cette série. Alors, on revient au domaine européen. Je voulais reproposer Valentina de Guido Crepax, qui est le chef-d'œuvre de ce grand artiste italien, une figure centrale de la modernité en bande dessinée, proche du pop art, mais nourri d'influences venant de la littérature, du cinéma, des arts plastiques, etc. Valentina, c'est un personnage qu'il a accompagné pendant 30 ans. Il y a un très grand nombre de volumes qui lui sont consacrés aux États-Unis et seulement une moitié environ ont été traduits en France. Donc l'idée, c'était de faire une intégrale, là pour le coup, mais en rebattant les cartes, en proposant dans chaque volume un choix d'histoire ancienne et d'histoire plus récente autour d'une même thématique et avec un appareil critique assez abondant. Ça n'a pas marché du tout. 600, 700 exemplaires vendus par volume. Bon, donc on a arrêté après 2 titres parce que c'était impossible de jouer le jeu de l'intégrale dans des conditions financières aussi difficiles. J'ai presque fini, je vous rassure, voilà 2 pages de Valentina, mais bon, passons pour ne pas être trop long.
Vas-y, Bastien. Ah, on va en Chine aussi. He Yuch, grand maître de la bande dessinée chinoise, dont j'ai publié 2 livres, un livre d'illustration, un livre de bande dessinée autobiographique, Mes années de jeunesse, où il raconte comment il est devenu auteur de bande dessinée. Alors c'est un auteur très très connu dans son pays, mais qui n'avait jamais été publié en France, lui non plus. Donc là, vous imaginez que le risque est double, évidemment. C'est pas comme rééditer des histoires anciennes d'un personnage très connu. Là, on édite quelqu'un dont le nom ne dit rien à personne. Hein. Bon, simplement parce qu'on pense que c'est important que les amateurs de bande dessinée sachent qu'il existe et que pour moi, ça fait partie du patrimoine de la bande dessinée. Je reviendrai là-dessus certainement tout à l'heure dans le débat. Et que ce patrimoine ne se réduit pas aux quelques noms sempiternellement ressassés. Bon. Donc, on parie sur la curiosité du public. De même pour Henry Mayo Bateman, qui est un Anglais, qui était l'un des dessinateurs vedettes du Punch dans les années 1920-1930 et le roi de l'histoire sans parole. Donc, c'est après Carandache, à la fin 19e, début 20e, c'est le maillon suivant le plus important dans l'histoire de la bande dessinée muette. Jamais publié en France. Jamais, jamais, jamais. Donc là, on a fait un choix de ses meilleures histoires. Un ubu dû à une dessinatrice polonaise paru dans les années 70, Francesca Temerson, dont c'est la seule bande dessinée, mais qui a fait beaucoup d'illustrations, de décors de théâtre, etc., notamment pour des productions d'Alfred Jarry. Un livre sur Antonio Rubino, qui est la grande signature, qui fut aussi même le rédacteur en chef du Corriere dei Piccoli, le premier grand journal de bande dessinée italien en France, en Italie, à partir de 1908. Donc un dessinateur dont on voyait toujours 2 ou 3 pages, toujours les mêmes dans toutes les anthologies internationales de la bande dessinée. Et là, on a fait une anthologie qui présente l'ensemble de ces séries, de ces personnages, à travers à chaque fois une pincée de pages remarquables. Voilà, en voilà 2 pages de Rubino, dessinateur proche de l'Art Nouveau, hein, vraiment très, 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 très beau. Et enfin, et pour terminer, donc un dessinateur dont le nom vous est davantage connu en tant que scénariste, c'est Alejandro Jodorowsky, donc pilier du catalogue des humanoïdes associés, qui a travaillé avec Moebius et beaucoup d'autres dessinateurs. Personne ne savait qu'il avait, au début de sa carrière, son premier rapport à la bande dessinée, c'était d'avoir été lui-même dessinateur et d'avoir publié toutes les semaines dans un journal au Chili où il habitait, et, à l'époque, une page. Et donc, sous le titre générique des Fables paniques, on va en montrer 2, c'est la dernière diapo. Voilà. Et donc, c'est extrêmement inventif du point de vue formel. Jodorowsky n'est pas un dessinateur virtuose, mais c'est quelqu'un qui a tout de suite senti tout le potentiel qu'avait le langage de la bande dessinée, qui a aimé jouer avec ses codes et en plus, ces Fables paniques, c'est un concentré de toute sa philosophie. C'est nourri de tous les courants ésotériques et philosophiques qui vont ensuite s'exprimer dans son œuvre postérieure. Donc, vous voyez l'éclectisme de toutes ces propositions et le fait que beaucoup d'entre elles correspondent à des choses rares et authentiquement rares, c'est-à-dire que le public ne connaissait pas avant qu'on le lui propose. Je m'arrête là pour laisser parler les autres intervenants, mais c'était important pour moi de vous montrer ces choses que probablement beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Et que tu nous donnes envie de lire ou de redécouvrir. Tu devrais aller dans chaque librairie en fait vendre les livres, ça se vendra encore mieux. Oui, on aurait dû mettre une table. Oui, c'est ça, une table à la sortie. Tu faisais justement le lien entre le côté patrimonial et le côté marché et mercantile, qui n'est pas forcément toujours lié. Et c'est intéressant d'avoir avec nous les éditions Dupuis, Julien Papelier, qui est là. Comment vous, en tant que grande maison d'édition, vous avez évidemment des archives qui doivent déborder, mais comment vous vous positionnez sur tout ce travail de publication ou de réédition de vos grands auteurs? Est-ce qu'il y a forcément, j'imagine, une dimension mercantile un petit peu plus importante que sur l'an 2 ou Actes Sud l'an 2? Comment vous travaillez là-dessus et comment vous décidez de mettre en avant, je crois que vous avez une collection qui s'appelle Dupuis Patrimoine, comment à un moment donné vous décidez de mettre en avant telle ou telle œuvre? Déjà, les éditions Dupuis vont fêter l'an prochain leur 100e anniversaire. Donc, on est un des plus anciens acteurs de la bande dessinée du marché. Et c'est vrai qu'on a peut-être pris conscience de ce fait
un petit peu plus tôt que les autres, hein, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de notre patrimoine. Et c'est venu juste après cette transition des années 80-90 où la bande dessinée, où le marché de la bande dessinée s'est beaucoup occupé de devenir adulte, de s'occuper de de nouveaux segments comme le roman graphique, la bande dessinée peut-être un petit peu plus littéraire, un petit peu différente, et qui ont été des années pendant lesquelles Dupuis a oublié un petit peu justement les auteurs qui avaient fait la renommée du journal Spirou et qui avaient conquis des générations d'enfants qui ont grandi et dont on a réellement pris conscience au début des années 2000 quand on s'est un peu retourné sur notre parcours et on s'est dit que c'était quand même bien dommage d'oublier tous ces trésors et qu'il était absolument nécessaire et que c'était notre mission d'éditeur de continuer de les faire vivre. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une collection qui a été lancée. Je crois que Christelle Pissavi est dans la salle et c'est l'éditrice, la seule spiroulogue renommée au monde qui s'est penchée dans nos archives pour redonner du corps à ces créations, en commençant évidemment par peut-être les plus connus, mais même sur Lucky Luke, même sur les Schtroumpfs, même sur Spirou, il y a des choses à mettre en avant sur le parcours des auteurs, sur ce qu'ils cherchaient à exprimer, sur la manière de travailler. On parlait de Jodo qui avait commencé au dessin. Ben, nous, on découvre comme ça aussi plein d'anecdotes, ce qui nous permet de proposer aux lecteurs de retrouver non seulement les albums dans un format intégral pratique, mais aussi des dossiers artistiques, des dossiers scientifiques qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Je vais donner la parole. On reviendra, de toute façon, on va avoir l'occasion de discuter tous ensemble, mais je voulais aussi qu'on aille du côté de la Corée avec Sanjun Han, puisque là-bas, il y a le Comic-Con qui est donc, on va faire court, mais un peu l'équivalent de la Cité de la BD, ou en tout cas une institution comme ça chargée de valoriser le patrimoine de la bande dessinée, et qui fait elle-même, en tant qu'institution, un gros travail de réédition et de publication d'œuvres. Vous pouvez peut-être nous présenter ça. On a un petit délai avec la 제가 공유를 할까요? 화면을? Est-ce que je peux partager l'écran? Oui, est-ce que vous voyez? C'est bon? Vous voyez? 그냥 이렇게 한국어로 말하면 되는 거죠? Je peux parler en coréen, c'est ça? Juste la traduction dans l'autre sens. On a du mal à comprendre. Oui. Est-ce que vous m'entendez? L'interprète Oui, très parle. bien. On vous C'est entend. bon. Ok. C'est parti. Très bien. Oui. Alors, en Corée, on peut dire la réédition fait surtout par les deux acteurs différents. D'abord, institutions publiques comme le Comic-Con ou sinon les maisons d'édition, donc le secteur privé. Ce que vous voyez ici, c'est une œuvre qui date, qui a été publiée en 1970, dans les années 70. Alors, vous voyez là, ici, c'est en couleur, mais alors que l'édition originale était en noir et blanc. Le projet qu'on appelle la collection des patrimoines réédite surtout les œuvres des années 50 jusqu'à 80, surtout au début 80. Donc, depuis 2001, nous avons réédité 28 œuvres, pas le livre, mais œuvres, la totalité. En fait, ce qui est très important, est-ce qu'il existe des planches? Est-ce qu'il y a des versions originales? Et après, si on trouve des planches, à ce moment-là, c'est le comité Comic-Con qui choisit l'œuvre à être rééditée. Souvent, ce sont des œuvres qui datent qui sont assez anciennes, mais c'est pourquoi, en fait, les lecteurs originaux n'achèteront pas, même si c'est réédité. Donc, ce genre d'œuvre, si les institutions
ne fait pas de travail de réédition, à ce moment-là, on pourrait vraiment perdu ces œuvres-là. Lorsque l'auteur est encore vivant, à ce moment-là, on peut mettre la parole de l'auteur sur la couverture. Et pour cette œuvre, ça a été recoloré et retouché un petit peu. Étant donné que Comacon n'est pas une maison d'édition, donc on signe un contrat avec une maison d'édition. Donc, on paye une somme pour le droit d'auteur et aussi, donc on joue le rôle pour donner la chance à une œuvre à être rééditée. En fait, si une œuvre qui a connu un énorme succès auprès des lecteurs dans le passé, et cela peut être réédité à n'importe quel moment, et je vous donne les exemples des œuvres des mangas japonais qui a connu un grand succès en Corée. Donc, les maisons d'édition ont effectué des rééditions parce que la rentabilité est très importante pour les maisons d'édition. Cette année, en fait, ce que vous voyez, ce manhwa pour les filles a été réédité, mais la maison d'édition a réédité grâce au financement participatif qui a connu un énorme succès également parce que le montant cible était uniquement 3 millions de won et enfin, au final, le fonds collecté était plus de 120 millions. Et surtout, dans les années 80, les lectrices ne pouvaient pas acheter parce que la circulation était strictement limitée et ça se vendait uniquement pour les magasins de location. Alors, ça a vraiment provoqué la nostalgie chez les lectrices qui étaient adolescentes dans les années 80. Donc, comme on a vu ce genre de succès, je crois qu'on peut encore voir les rééditions de ce genre de manhwa. 튜터하고 있는가에 대한 자료들입니다. 그래서 책들은 24만 Ici, vous voyez la bibliothèque de Manois, ils ont acheté à peu près 6 000 livres en 2021. Et donc, vous pouvez constater les livres, vous pouvez constater les archives qu'il détient sur l'écran. Et le musée Manois, il détient les archives 자료를 모으고 있고요. 그리고 디지털화에 대해서는 지금 보시면 Quant la numérisation, aujourd'hui, à peu près 23% de la totalité des archives ont été numérisées. C'est pas très beaucoup. Et en fait, ces archives numériques ne sont pas très accessibles parce que ce sujet numérique, ça peut poser un problème de droit d'auteur. Donc, ces archives numérisées sont consultables uniquement sur place. Et aujourd'hui, le centre de Bucheon est en train de préparer l'archivage de Webtoon. Le Webtoon coréen, normalement, est publié sur le portail Naver ou autre plateforme. Mais si le site est disparu, dans ce cas-là, tous les travaux de l'auteur vont aussi disparaître. Donc,
C'est pour ça qu'ils ont commencé ce projet d'archivage. Mais certains auteurs sont un peu réticents et c'est en raison de, comme j'ai dit tout à l'heure, en raison d'attente de droits d'auteur, de copiage ou télécharge illégal, etc. 어떤 그 아카이브 시스템 만들기 위해서 계속 그 시스템을 발굴하고 있는 순이고 Ils sont en train de, le centre de Bucheon est en train de préparer un archivage plus sûr et plus sécurisé pour que l'auteur puisse donner leur travail en se sent assuré. Puis, environ 3% du budget total de Comacom est destiné à l'achat des livres ou des planches et la numérisation des fonds et du dossier documenté. Mais l'archivage du webtoon n'est pas inclus. 예를 들어 CIBDI는 목표가 명확하게 어떤 만화 문화의 활성화라는 거잖아요. 그리고 마즐리스 CIBDI numérise leurs archives pour un but exact, par exemple pour patrimonialiser les fonds, mais chez nous, déjà, on est un petit peu limité, on a beaucoup de contraintes. Déjà, au niveau financier, il n'y a pas beaucoup de budget. Donc, la numérisation des archives de l'édition papier, c'est pas beaucoup fait. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais donner la parole à Frédéric Boilet, mais je vois qu'il a disparu pour le moment. Nous allons attendre qu'il revienne. Thierry, il y a un élément important qui a été soulevé et intéressant, c'est celui de la source finalement. Parce qu'évidemment, avant de parler d'un travail de réédition, d'un travail de republication ou même de publication tout court, il faut avoir une source, il faut trouver les documents, il faut traduire souvent les documents quand c'est étranger. Oui, et chaque livre pose des problèmes particuliers, c'est chaque fois une autre histoire. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que pour beaucoup des livres que j'ai présentés succinctement tout à l'heure, ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour porter le projet. Moi, j'en ai porté personnellement quelques-uns, mais pas l'intégralité. Et par exemple, je l'ai dit, Fletcher Hanks sans Paul Karasik, ce n'était pas envisageable. Antonio Rubino sans l'aide de Matteo Stefanelli, qui est un historien italien de la bande dessinée, ce livre n'aurait pas été possible. Ou alors, il faut trouver quelqu'un qui soit sur place et qui puisse servir d'intermédiaire avec les ayants droit, avec les gens qui détiennent les documents. Par exemple, pour Bateman, le dessinateur anglais, j'ai demandé à mon ami de longue date, Paul Gravett, grand spécialiste de la bande dessinée en Angleterre, s'il connaissait la famille de Bateman, parce que je ne savais pas où trouver des archives. Il m'a dit, mais oui, je connais très bien sa petite fille, je vous mets en relation, etc. Et je suis allé à Londres et avec Paul Gravett, on est allé, parce je me suis dit qu'il appuierait ma demande. Donc, on a été voir la famille, ils avaient les originaux et ils les avaient numérisés. Il restait qu'à faire le choix des pages. Dans le cas de Jodorowsky, les originaux, il en a retrouvé quelques-uns récemment au fond de son grenier. Mais c'est paru dans un journal dans les années 60. Bon, il pensait qu'il ne les avait plus. Et donc, il a fallu commencer par retrouver une collection de ce journal, par numériser et par restaurer autant que faire se peut, parce que c'était du papier de mauvaise qualité, les pages. Bon, alors là, j'ai eu la chance qu'il y ait d'autres éditeurs étrangers qui s'intéressaient à ce projet. Et donc, ça a pu paraître avec quelques mois de décalage, à la fois en Espagne, en version anglaise et en version française. Bon, mais à chaque fois, donc, c'est un vrai travail et souvent un jeu de pistes pour arriver à retrouver les documents, pouvoir les numériser et les restaurer s'il y a lieu, s'assurer des droits. Et ensuite rendre aussi l'opération financièrement possible, ce qui souvent passe par des coéditions. Voilà. Sachant que j'ai eu beaucoup de projets patrimoniaux qui n'ont jamais abouti parce que toutes les conditions que je viens d'énoncer n'ont pas pu être réunies. Et par exemple, je voulais absolument publier Norakuro
ce chef-d'œuvre de la bande dessinée japonaise de l'entre-deux-guerres, l'histoire d'un petit chien qui s'enrôle dans l'armée impériale. Je suis allé à Tokyo, au siège des éditions Kodansha, négocier le coup. J'ai cru que c'était fait, et puis finalement, ça n'a jamais pu se faire parce qu'ils ont eu tellement d'exigences qui, de semaine en semaine, s'alourdissaient que j'ai fini par lâcher l'affaire. Mais des projets comme ça, avortés, il y en a eu plein. On a retrouvé Frédéric Boilet. Excusez-moi. Non, aucun souci. Ce que j'avais envie de vous demander, ce qui était intéressant. Je ne m'étais pas défilé, mais malheureusement, je n'avais pas la traduction. Vous n'aviez pas la traduction du Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas dû. Voilà. Et puis mon téléphone a sonné, donc c'était pas du tout pour vous faire faux bon. Excusez-moi. Aucun souci. Non, je voulais vous entendre sur justement votre position, notamment en tant qu'auteur. Je le disais en introduction, vous êtes en train de discuter avec la Cité pour donner une partie de votre œuvre. J'allais dire dans quel but, et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que c'est justement dans l'idée de se dire que finalement, pour valoriser un patrimoine, il n'y a peut-être rien de mieux qu'une institution, et que si on pense à demain et à après-demain, même quand on est auteur d'aujourd'hui, il peut y avoir un intérêt à donner ses œuvres à une institution dont on sait qu'elle va faire un travail de valorisation autour. Oui, je vais vous répondre donc en tant qu'auteur, mais particulier, pas pour tous les auteurs. Évidemment, ma situation est la mienne. Alors, il y a plusieurs points. Si vous voulez, j'ai une toute petite famille, j'ai un volume d'originaux et je me suis rendu compte que si je faisais rien à l'avance, le jour de ma mort, tout ça était perdu parce qu'en fait, personne n'aurait su quoi en faire. Alors, c'est tout un faisceau de circonstances qui font que j'ai été également approché par des galeries privées pour faire des expos-ventes. J'ai été approché par le musée de la bande dessinée d'Angoulême. Mon premier contact, mon premier contact avec le musée, c'est Thierry, lors de son lancement, puisqu'il avait pris, je lui avais donné une planche de 3615 Alexia, mais j'ai eu l'occasion, là, à Angoulême 2013, enfin, je parle du festival, j'ai été invité par Jean-Pierre Mercier avec quelques autres auteurs. Il y avait Baru, il y avait Causet, je crois, Bouc, enfin, on était quelques-uns, Jean-Christophe Menu. On nous a fait visiter le fond, enfin là où sont conservés les originaux. Donc, le but était de nous montrer un petit peu ce que vous faites, ça c'est sûr, mais aussi pour les auteurs qui sont encore actifs, ce qui n'est pas mon cas, les petites choses qu'il faut éviter, par exemple le feutre dessiné au feutre noir ou le scotch derrière les planches, des choses comme ça. Donc ça m'a un peu sensibilisé au fait que les originaux avaient finalement une importance. Donc plus je dis donc les galeries privées qui m'ont contacté, plus les lecteurs et lectrices. J'ai été contacté aussi par les bibliothèques de Nancy qui sont en train de constituer un fonds. Donc ça c'est assez récent, c'est depuis 3-4 ans, représenté par Laurence Duperron, qui essaie de constituer un fonds d'auteurs lorrains de bande dessinée, sachant que c'est un peu étrange, mais alors moi je suis plus à Nancy, mais je suis toujours en Lorraine, je suis dans les Vosges aujourd'hui, mais à Nancy il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée en fait, et notamment de dessinateurs de presse. Par exemple, le Canard enchaîné, aujourd'hui, tous les mercredis, publie des dessins d'au moins 4 ou 5 auteurs, dessinateurs de presse nancéens. Donc, il faudrait poser la question à Laurence Duperron, mais à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une émulation, et ils ont donc œuvré pour commencer à constituer un fonds. Donc, c'est ça qui m'a amené à... Enfin, ça, et puis d'autres choses, ce serait un peu long à tout expliquer, mais à un moment, je me suis dit, oui, d'autant que, en fait, il faut aussi bien comprendre que j'ai tourné la page de la bande dessinée il y a 13 ans. Donc, en 2008, j'ai vraiment quitté à la fois la création, mais aussi le Japon. C'était quand même deux grosses branches sur lesquelles j'étais assis que j'ai sciées, pour passer à une autre vie. Donc j'ai une vision un peu... voilà, j'ai tous ces originaux qui sont là et qui appartiennent à l'auteur de BD que, au fond, j'ai été et qu'aujourd'hui, je ne suis plus, enfin, en tant que créateur. Donc, peut-être par rapport à d'autres
à d'autres collègues de mon âge, de ma génération, qui sont toujours actifs. Hein, ils ont toujours la tête dans le guidon et peut-être qu'ils pensent moins au devenir de leurs originaux. Dans mon cas, c'est un peu comme si j'ai ces originaux, c'est comme si j'en étais le dépositaire. L'auteur de BD que j'étais n'est plus. Et au fond, je suis son meilleur porte-parole pour essayer de trouver une place pour toute cette documentation, parce qu'il ne s'agit pas que des originaux, hein, il s'agit de tout ce qu'il y a en amont, les vidéos que j'ai faites, puisque donc mon travail, sa particularité, c'était tous les reportages, documentation en amont, photographique, vidéo, donc il est question aussi donc, de CD, tout ça. Alors j'ai pris les choses en main, donc j'ai répondu favorablement à la demande des bibliothèques de Nancy qui ont acquis récemment des planches de 3615 Alexia. Et puis donc avec Jean-Pierre Mercier d'abord et Anne-Hélène Houg ensuite, on a discuté d'une formule pour que je puisse déposer mes originaux de mon vivant. Donc le musée de la bande dessinée, ça devrait se faire dans les prochaines semaines, hein. Il ne reste plus qu'à régler les questions de transport et d'assurance. Mais si tout va bien, tout sera fini avant la fin de l'année. Et donc, de mon vivant, je vais déposer l'ensemble de ces originaux au musée de l'image. Ce qui fait que le jour de ma mort, eh bien, ils seront déjà sur place. J'ai par ailleurs rédigé un testament, je termine juste, hein, j'ai réalisé un testament qui précise tout ça. Une partie de mes originaux reviendront au musée de la bande dessinée, une autre aux bibliothèques de Nancy. Et en attendant ce jour, c'est le musée de la bande dessinée qui va prendre soin de tout ça. Voilà. Ben merci. Julien Papelier, je voulais aussi, parce que Frédéric pointait aussi évidemment l'œuvre en tant que telle, mais il y a tout ce qui accompagne l'œuvre, tout le travail préparatoire, les échanges qui peuvent exister avec les éditeurs, etc. Vous, aujourd'hui, quel travail vous faites aussi sur tout ça? Peut-être un travail aussi d'exhumation de tout ce travail préparatoire sur des œuvres plus anciennes. Comment vous travaillez autour? Comment vous les valorisez? Comment vous les éditez? D'une part, effectivement, il faut s'organiser. Donc, on a des éditeurs qui ne font quasiment que ça. Je vous parlais tout à l'heure de Christelle Pissavi, qui a initié tout ce travail avec son époux et qui nous permet, qui suit en fait ses projets, parce que il faut aller non seulement s'assurer, il y a un travail qui est fait en collaboration avec les équipes du Puy, c'est-à-dire s'assurer qu'on a les bons fichiers. Parfois, il manque des planches parce que les fichiers historiques ou en tout cas le matériel historique s'est abîmé au fil du temps, et donc il faut aller rescanner, et donc il y a tout un travail d'archéologie qui est à faire. Et puis dans tout le travail d'exégèse a posteriori, il y a évidemment du temps à passer avec les auteurs quand ils sont encore vivants, on a cette chance, et puis sinon parfois avec la famille, avec les amis, pour effectivement exhumer des moments, des dialogues, des archives audio parfois aussi, qui sont autant d'éléments voilà, un peu magiques, qui viennent faire redécouvrir la jeunesse de l'œuvre. Mais c'est vrai, quand j'écoutais, enfin moi non plus, j'avais pas la traduction, mais j'ai vu les slides de ce qui était fait en Corée. On a pris un petit peu le taureau par les cornes, nous, pour mieux structurer nos archives. C'est vrai qu'il y avait un petit déficit là-dessus depuis des années chez Dupuis, qui a vécu en plus plusieurs actionnaires. Donc ça, c'est jamais trop bon pour les archives physiques. Et donc, on a entrepris depuis quelques mois, et on va le renforcer encore l'an prochain, vraiment la structuration de l'archivage de manière très scientifique et très, très perfectionnée, pour qu'on puisse retrouver des choses dans un état satisfaisant dans quelques dizaines d'années. Parce que l'archivage d'aujourd'hui fera le patrimoine de demain et voilà. d'après-demain. Quand on voit que ça... Voilà. Est-ce que vous avez des questions, parce qu'on leur tourne, des questions à leur poser Oui. Je ne sais pas si on a un micro juste derrière. Merci beaucoup pour cette table ronde. J'ai une petite question pour Thierry. En fait, sur les relations de coédition entre l'an 2 et Fantagraphics ou d'autres éditeurs, j'étais un peu curieux de
de voir exactement comment ça se passait. C'est peut-être un peu technique, donc on ne va pas embêter tout le monde, mais j'étais un peu curieux de voir comment ça se passait, comment est-ce que tu prenais contact avec les éditeurs de Fantagraphics, si parfois l'intérêt était marqué avant même les projets, ou quand est-ce que tu devenais au courant des projets de réédition de leur côté, et comment est-ce que tu choisissais, enfin tu l'as déjà un peu évoqué, quel volume réimprimer. Oui, alors je reçois le programme de Fantagraphics avec 6 mois d'avance, donc je vois ce qui est à paraître, mais à ce moment-là, il est souvent déjà trop tard pour rentrer dans une logique de coédition. Donc, ce sont plutôt des contacts informels, comme Gary Grove, qui dirige la maison, connaît mon intérêt pour la chose patrimoniale. Quand il a un projet un peu atypique dans ce domaine-là, et quelquefois, il a la bonne idée de m'en parler. Il est évident que les livres qu'on a fait ensemble, je crois qu'on en a fait 4, hein, si ma mémoire est bonne, comme c'est souvent du matériel américain, c'est Fantagraphics qui est plutôt l'éditeur exécutif, c'est-à-dire c'est eux qui se chargent de réunir le matériel, de concevoir le volume. Nous, on fait la traduction, on fait éventuellement un appareil critique un peu différent pour le présenter au public français qui connaît moins bien souvent les œuvres en question. Bon. Mais on reçoit quand même des fichiers de l'éditeur américain qui a fait tout le travail éditorial préalable. Mais ce n'est pas toujours vrai, puisque pour Arthur Burdett Frost, dont j'ai montré tout à l'heure la couverture de l'anthologie, en fait, c'est un projet qui est né ici à Angoulême. C'était le site qui n'existe plus, mais qui a été un site qui a fait un travail patrimonial absolument formidable dans les années 90 et au début des années 2000, le site Coconino, qui avait commencé à exhumer du Frost, à numériser ses pages, à en coloriser certaines, à les mettre en ligne, etc. Thierry Smolderen, qui était un des porteurs du site, est un ami proche de longue date, donc je suivais de près ce qu'il faisait. Et au moment où j'ai démarré mon activité d'éditeur, je lui ai dit très rapidement, écoute, Frost, il faut qu'on en fasse un livre, il y a une matière formidable, voilà, moi j'ai envie de faire exister ça en librairie. Et à ce moment-là, je me suis tourné vers Fantagraphics en me disant, ça n'existe même pas aux États-Unis, une anthologie des œuvres de Frost. Je pense que ça pourrait vous intéresser de vous associer à un projet comme celui-là. Et effectivement, Gary Grove a dit banco. Et donc là, pour le coup, tout le travail a été fait ici. Et c'est eux qui nous ont acheté les fichiers. Donc ça peut aussi marcher. Même s'agissant d'un auteur américain, ça pouvait marcher dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah non. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez à distance. Oui, on vous entend. Bonjour, donc Laurence Duperron. Je voulais en fait réagir à l'intervention de Frédéric Boilet, pensant initialement être parmi vous pour ces 3 jours de journée d'études. Et la logistique d'une part et les prérogatives qui sont les miennes à Nancy m'ont empêché de faire le déplacement. Mais je voulais relever en fait ce qui a été dit pour différentes raisons, parce que pour ce que je connais du travail de Frédéric Boilet, effectivement, je confirme que le fait de conserver à la fois des planches originales et toute la méthode qui va derrière ce travail de l'élaboration à l'album définitif est vraiment extrêmement édifiant et important. Et en la personne de Frédéric, on a la chance d'avoir une méthode de travail qui a été, par ses soins, en fait, conservée la plupart du temps. Et c'est comme ça qu'au niveau de Nancy, on a pu s'intéresser dans un premier temps à cet album 3615 Alexia, tout simplement parce que les scènes se passent à Nancy, d'où ce parti pris, en fait, dans cette conservation qui, d'une certaine façon, se veut partiale, et pour avoir vraiment quelque chose qui soit complet. Et voilà, enfin, c'était ma contribution par rapport à la démarche d'un auteur dont on vient d'avoir le témoignage. J'ai l'impression, je pose la question un peu à tout le monde, mais que c'est quand même une démarche qui est assez récente en bande dessinée de valoriser son patrimoine et de rééditer. Je vois le cinéma, par exemple, les grands classiques sont réédités de façon assez régulière en DVD. La Cinémathèque fait un gros travail. J'ai l'impression qu'en bande dessinée, c'est pas, j'allais presque dire à part toi, mais tu fais partie en tout cas de ceux qui le font beaucoup, mais il y a eu la création du Fauve, je crois que c'est au début des années 2000, Fauve Patrimoine, mais
C'est une démarche récente finalement de valoriser ça. Voilà, il faut s'entendre sur les périmètres de ce que l'on appelle le patrimoine de la bande dessinée. Comme j'enseigne l'histoire de la bande dessinée depuis 30 ans, je vois bien que pour mes étudiants, tout ce qui a plus de 5 ans, c'est déjà du patrimoine. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une accélération du monde à laquelle la bande dessinée n'échappe pas. Et donc, ce qui a plus de 5 ans, c'est déjà une vieillerie. Et ils n'ont comme référence que des choses immédiates. Quand on regarde les livres qui sont nominés année après année pour le prix du patrimoine à Angoulême, moi, je suis frappé de voir que souvent, dans la sélection, la moitié des œuvres ont moins de 10 ans. Donc, il s'agit en fait d'une nouvelle édition d'un bouquin qui est paru il y a quelques années, dont le premier tirage était épuisé, et plutôt que de le ressortir à l'identique, on fait une nouvelle édition. On rajoute éventuellement une préface, quelques documents annexes, etc. Et du coup, ça peut prétendre à être une édition patrimoniale. Mais c'est des œuvres toutes qui sont contemporaines. Donc, c'est quoi le patrimoine? Ça commence où? Ça s'arrête où? C'est une vraie question, y compris non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, puisqu'on l'a vu, pour moi, le patrimoine, c'est international. Et donc, ce pourquoi je milite depuis toujours, c'est pour la constitution d'une culture de la bande dessinée qui prenne en compte l'ensemble justement de son patrimoine dont beaucoup de zones restent mal explorées. Mais c'est vrai que les éditeurs, pendant longtemps, en avaient pas grand souci. Et je me souviens très bien de François Karadec, qui était un écrivain, pataphysicien, membre de l'Oulipo, qui avait consacré une biographie au dessinateur Christophe, hein, l'auteur de La famille Fenouillard, du sapeur Camembert, donc un des grands noms de la bande dessinée française au tournant du 19e et du 20e siècle. Il avait été chez l'éditeur Armand Collin, emprunté quelques planches de Christophe, c'était dans les années 60, pour les exposer à la librairie La Une à Paris. Et puis quand il est retourné les rendre chez l'éditeur quelques mois plus tard, eh bien, entre-temps, Armand Collin avait déménagé. Le siège avait été transféré à une autre adresse et tout le fond des planches de Christophe avait été jeté à la benne à la faveur de ce déménagement. C'est-à-dire qu'il ne subsistait plus que les planches qu'il avait empruntées, puisque tout le reste avait disparu corps et biens. Personne n'y avait attaché le moindre prix, la moindre importance. Alors que les œuvres de Christophe étaient toujours au catalogue d'Armand Collin des décennies après qu'elles aient connu leur première édition, et elles le sont toujours aujourd'hui. On n'a plus les originaux. C'est-à-dire, le jour où les films seront hors d'âge et qu'il faudra renumériser, je ne sais pas comment ils procéderont. Ils devront renumériser à partir de documents déjà imprimés. Hein. Et donc voilà, tout ça, c'est des problèmes sur lesquels on pourrait parler beaucoup plus longtemps, mais qui se posent effectivement. Et il y a une question aussi de marché. Effectivement, tu le disais dès ton propos d'introduction. Ce n'est pas forcément les bouquins qui se vendent le mieux, en tout cas pour certains d'entre eux. Comment on travaille, et là je m'adresse peut-être aussi à Julien Papelier, comment on travaille pour tenter d'éditorialiser des œuvres qui ont des décennies? Tout à l'heure, Métafroc disait que les goûts changeaient, que évidemment les modes de consommation changeaient. Comment on travaille pour le rendre un peu plus contemporain et pouvoir intéresser un lectorat d'aujourd'hui à des œuvres qui ont pour certaines des décennies? Alors, il y a tout le travail évidemment de contextualisation qui est extrêmement important pour expliquer. Et puis, je crois qu'il y a aussi, c'est vrai que nous, on a quand même beaucoup utilisé le fait de créer de la nouveauté en utilisant les univers, les personnages anciens, de manière à donner un regard actuel sur ce que pouvait incarner ce personnage. Donc, évidemment, ça a été le choix des Spirou vus par qui a un peu initié cette démarche avec parfois énormément de bonheur. Hein. Là, le tome 3 du Spirou d'Émile Bravo vient de sortir et on voit le chef-d'œuvre auquel ça peut donner lieu. Et c'est vrai que la nouveauté, la réincarnation du personnage permet une nouvelle prise en main, permet un nouveau regard et permet de susciter l'intérêt sur le fond. Parce que quand on fait le travail que j'ai expliqué tout à l'heure sur notre collection d'intégrales patrimoniales, on intéresse des gens qui connaissent déjà ce fonds, qui ont déjà cette curiosité, donc un public extrêmement connaisseur et extrêmement amateur. Et ça ne permet pas de remettre l'univers ou le personnage dans les mains de nouveaux lecteurs. Est-ce qu'il y a une question dans la salle?
Je vais tout de suite passer aussi le micro à Erwin parce que c'est quelque chose au sujet duquel on a assez souvent parlé. C'est qu'il y a beaucoup de projets de réédition intégrale qui veulent rééditer toute la production d'une série, d'un auteur, etc. Mais il y a relativement peu d'éditions anthologiques en fait, qui réunissent des fragments de différentes bandes dessinées à travers l'histoire de la bande dessinée ou encyclopédiques qui cherchent à réunir des productions internationales pour faire des effets un peu alors que c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans l'édition littéraire, avec une vocation aussi d'enseignement. Donc, comme un peu des petits manuels d'introduction à l'histoire de la bande dessinée par fragment, il y en a eu quelques-unes aux États-Unis, en France, dans les années 70, mais c'est un format qui existe relativement peu sur le segment européen. Du coup, je me demandais si vous avez quelques questions et je passe le micro à Erwin s'il veut un peu compléter cette idée. Ouais, c'était un peu dans ce sens-là. C'est aussi, pour compléter un petit peu, c'est se demander vers qui ces œuvres patrimoniales doivent arriver. Parce que Thierry expliquait que les deux Valentina, on a arrêté puisque les ventes étaient catastrophiques. C'est se demander si c'est le bon circuit dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que, alors on sait que la société, ce qu'elle est avec un système capitaliste qui d'ailleurs, on voit que le poids de l'État est de moins en moins important dedans, alors qu'il pourrait aider ce qui est un patrimoine mondial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lance cette réédition de Valentina, il ne faudrait même pas se dire que ça peut s'arrêter à un moment donné. Il faudrait que tout soit là, quoi. C'est des questions aussi très concrètes. Je donne cours dans une école d'art. À Liège, par exemple, je remonte Dick Tracy. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir un Dick Tracy en main? Ils ne vont pas acheter l'intégrale de chez IDW parce que c'est 25 volumes, mais ce serait intéressant que dans une ville moyenne comme celle-là, ça puisse se trouver. Donc, je me demande, j'ai l'impression qu'il faudrait des modérateurs ou un discours particulier, des passeurs un peu. Parce que la présentation que Thierry a faite était éloquente finalement par rapport à toute une série d'œuvres dont certaines ici on ne les connaît peut-être pas. Je pense qu'on a besoin de passeurs, on a besoin de gens qui expliquent ça, qui aillent dans les écoles, qui voient les profs de français, qui voient les bibliothécaires. Et est-ce que l'idée, c'est pas à un moment donné d'essayer de créer un réseau spécifique pour le patrimoine et qui prendrait peut-être l'angle directement avec les éditeurs et peut-être s'arranger si on achète l'intégrale de Dick Tracy, par exemple, c'est pas au même prix que le Kidam qui l'achète, qui achète volume par volume, quoi. Un élément de réponse, c'est que effectivement la bande dessinée a un rapport un peu compliqué à son patrimoine et à sa mémoire parce qu'il n'existe pas pour les œuvres de bande dessinée ou peu l'équivalent de ce qu'est le DVD pour un film ou de ce qu'est le livre de poche pour une œuvre littéraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième vie sous une autre forme. Il y a l'album, et puis si l'album vient à s'épuiser, il n'y a plus rien derrière pour prendre le relais, pour prolonger la durée de vie de l'œuvre. Il y a eu des tentatives, en particulier dans les années 80, d'éditer de la bande dessinée en poche, y compris des choses patrimoniales, Barbarella, etc. Bon, ça n'a pas pris durablement, ça a fait long feu. Donc, la seule solution que je vois aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout rééditer constamment en grand format, ni tout traduire, c'est la numérisation. C'est la possibilité de consulter sur écran un certain nombre d'œuvres qui ne sont effectivement pas et ne seront plus de sitôt disponibles en librairie. Même si moi, personnellement, j'ai horreur de lire une bande dessinée sur écran, je ne vois pas d'autre solution que celle-là, mais peut-être que Julien ou Frédéric ont un autre avis. C'est la réponse que j'aurais faite, mais... Frédéric allait prendre la parole, pardon. Non, allez-y, je prendrai. Non, je vous en prie. Oui, non, c'était sur le ne pas aimer lire les bandes dessinées sur écran. Non, j'aime pas non plus. Mais sur cette question de numérisation, je voulais réagir tout à l'heure, et notamment quand ces numérisations vont chez les éditeurs. Il se trouve que j'ai discuté hier d'un projet avec Casterman de nouvelle édition de Quartier Lointain. Et ils sont en train j'espère que je peux en parler, que c'est pas. Ils sont en train d'acheter de nouveaux fichiers donc à Shogakukan. Or, entre 2002 et 2008, j'ai quand même fait un travail qui était un peu particulier. Je suis allé chercher les originaux chez les différents auteurs, en l'occurrence Jiro Taniguchi, Kiriko Nananan et bien d'autres, pour les faire numériser
au Japon, chez des imprimeurs, et le but était d'avoir la meilleure qualité possible en vue de l'adaptation. Alors notamment, il y avait quelque chose qui était très très précieux, c'est qu'en les faisant numériser moi-même, je pouvais ôter les textes incrustés dans les images. Donc pour l'adaptation, c'était très pratique, puisque là, en général, les éditeurs japonais, c'est peut-être un peu technique, excusez-moi, mais les éditeurs japonais, quand ils envoient des fichiers, il y a les textes incrustés dans les images, ce qui fait que pour l'adaptation, on est obligé de mettre un carré blanc, on est obligé de... Donc une des raisons, c'était que là, on était sûr d'avoir la qualité optimum en s'en occupant nous-mêmes, et l'autre, il y avait cette idée de doter les textes des images pour faciliter le travail d'adaptation. Eh bien, on s'est rendu compte, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais qu'en fait, tous ces CD que j'ai envoyés, apparemment, Casterman ne les a plus. Hein, donc c'était un travail de 6 années de numérisation, quand même de quelques-unes des mangas, enfin bandes dessinées japonaises les plus représentatives de l'époque. Alors bon, ils vont les rechercher, et c'était justement, j'ai réagi ça parce que c'était à la faveur d'un déménagement, tout simplement. Si ça se trouve, ça a été perdu. J'espère que ce n'est pas le cas, ils vont les rechercher. Voilà, donc c'est clair que les éditeurs ne sont pas, je pense, outillés. Ce n'est pas leur mission de conserver tout ça. Donc à un moment, si ça se trouve, chez Casterman, j'espère que ce n'est pas le cas, mais à un moment, ils ont vu ça, il fallait faire du ménage pour le déménagement pour le rendre plus facile, et bon, ça a été perdu. Pourtant, c'est un travail de 6 années de numérisation de bande dessinée japonaise qui était très, très pointu et que je trouve moi, important. Enfin. Alors, c'est marrant ce que vous dites parce que chez Dupuis, on pense que c'est à l'éditeur de faire ça. C'est vrai qu'on attache... Non, d'entretenir le patrimoine et les fichiers. Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui. Et c'est vrai qu'on a, pour donner un exemple, parce que c'est vrai que le numérique, on préfère tous lire nos bandes dessinées en papier, on est d'accord, mais c'est vrai que le numérique offre la possibilité, et sans doute offrira demain la possibilité d'impression dans des quantités de plus en plus courtes qui permettront aux livres d'exister également. Et surtout une conservation. Là, je ne sais pas si vous avez vu les rééditions qu'on a fait de Gaston il y a 3 ans, mais elles ont été faites après un gros travail, mais qu'on n'aurait pas fait si le numérique avait existé à l'époque, parce que les films qu'on avait chez Dupuis, année après année, c'était considérablement abîmé, et les couleurs qu'on finissait par retrouver dans les albums n'avaient plus rien à voir avec les couleurs de l'époque, et c'est Fred Janin qui s'y est attelé pendant plusieurs années pour les restaurer. Donc c'est vrai que pour rejoindre ce que vous dites tous les deux, c'est vrai que le numérique est quand même une formidable opportunité. C'est un outil formidable en vue de l'édition en livre. Hein, donc s'il s'agit... moi j'ai fait ce même travail de restauration pour 2 de mes livres, puisque le rayon vert et 3615 Alexia, qui sont reparus dans les années 2000, effectivement, les films, les bleus étaient passés, etc. Donc là, heureusement, il y avait le numérique pour restaurer tout ça. Et là, en l'occurrence, comme j'étais l'auteur des livres, j'ai pu les restaurer moi-même. J'ai fait mon propre travail de restauration. Voilà, sans qu'il puisse être discuté. C'est pas la question, mais non, c'est pas la question. On peut confier ça à quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. Mais là, en l'occurrence, j'ai eu la possibilité de le faire moi-même. Anne-Hélène ? Oui, toutes ces discussions, on voit à quel point cela traverse et cela est lié à des questions qui ont été évoquées ou qui vont être évoquées au cours de ce colloque. On voit à quel point ce colloque traite de questions qui sont d'une urgence assez considérable en ce qui concerne la question patrimoniale. Je pense que là, tout le monde, tous les participants s'accordent là-dessus. Il y a une sorte d'inquiétude qui se crée chez les auteurs, mais aussi chez les éditeurs, chez les chercheurs, chez les conservateurs. Donc ça, c'est un premier point. Et pour revenir plus précisément à ce qui est dit, je crois qu'il faut faire la distinction entre, quand on parle d'intégrale, l'idée de restituer une série qui est somme toute pas si ancienne que ça, et puis le travail de réexhumer des œuvres qui ont été oubliées, ce qu'a fait Thierry, de faire connaître même des œuvres qui n'ont même pas été oubliées puisqu'elles n'étaient pas connues, en tout cas pas en France, pas en Europe. Il y a comme ça des entreprises qui visent vraiment le patrimoine
et la mémoire collective, la mémoire visuelle, la culture au sens vraiment le plus large et dans son histoire. Et je crois que c'est là que ce rôle des éditeurs et ce rôle des musées et des auteurs est absolument crucial. La Cité a reçu récemment le don des archives des éditions Futuropolis, qui ont fait un énorme travail justement de faire connaître l'œuvre de Calvo, par exemple, de ressortir les bandes dessinées des années 30. Enfin bon, nombre d'entre vous connaissent ça encore mieux que moi, tout ce travail des éditions Futuro par Étienne Robial et Florence Sestac et l'équipe d'auteurs et d'enthousiastes qui les ont accompagnés. Mais on s'aperçoit qu'il y a des sauvetages qui ont été faits par Futuropolis, notamment dans le cas de Calvo, et que vraiment, nous parlons de sauvetage quand nous parlons de rééditer des trésors. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de ressortir des œuvres dont on a gardé ici et là des connaissances fragmentaires, et puis on se dit, mais on va faire redécouvrir en fait à la jeune génération toutes ces nouvelles œuvres. Et je pense que les deux procédés sont absolument complémentaires et indispensables. Qu'il s'agisse de ressortir les Spirou, de ressortir et puis de faire connaître effectivement le travail de Bateman, de faire connaître le travail de Calvo à des gens qui ne lisaient pas Calvo. Certains se souviennent d'une partie de l'œuvre, mais il y a des redécouvertes très importantes à faire pour comprendre comment la bande dessinée se constitue comme objet culturel pour énormément de lecteurs et d'auteurs aussi, parce que c'est aussi une histoire de filiation visuelle, de réinterprétation générationnelle du regard et des images. On peut quand même ajouter, Anne-Hélène, que parmi les éditeurs de bande dessinée actifs en France aujourd'hui, j'en vois peu qui sont intéressés par ce travail d'exhumation d'œuvres oubliées ou méconnues, et que pour ma part, je ne compterais pas trop sur le secteur privé pour assumer cette tâche effectivement très importante à mes yeux aussi, et que c'est peut-être les institutions, et en particulier celle-ci, qui devrait à un moment donné aussi se positionner sur ce créneau et prendre le relais du secteur privé. C'est la question qui est justement posée par Madame Hahn, c'est la question de l'État ou l'institution publique culturelle prend en charge la réédition. Je rappelle qu'il y aura en fin de journée, en fin de colloque, Pascal Horry, Jean-Pierre Mercier et Jean-Pierre Dionnet qui vont parler de la question patrimoine perdu, patrimoine foutu. Je pense que là, vraiment, on est exactement dans ce qui a été évoqué à plusieurs reprises. Et je pense qu'il y a aussi des choses intéressantes qui sont à dire sur la question de la mémoire numérique des couleurs, par exemple, parce que les coloristes aujourd'hui qui restaurent les couleurs disent que ce n'est absolument pas la même chose de travailler à partir d'originaux qui ont été numérisés pour les couleurs et de retourner vers les couleurs de l'œuvre originale elle-même. Ce sont deux choses différentes et il faudrait aborder cette question avec Jean-Pierre Dionnet qui a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Voilà, donc la fragilité du numérique reste quand même aussi à prendre en considération. Dernière question. Oui, alors j'ai plein de questions évidemment, mais c'est pas grave. On va en faire. Voilà, j'ai une petite anecdote et une demande surtout. Ça serait très bien que l'auteur n'ait pas à demander, quand l'éditeur lui rend ses droits pour un album, de récupérer les CD sur lesquels est gravé l'album. Parce que, évidemment, quand l'éditeur rend les droits, il s'en débarrasse à un moment ou à un autre. Et après, dans certains cas, c'est foutu. Là, clairement, je pourrais redire ça cet après-midi. Et à titre personnel, Casterman a eu la gentillesse de me rendre 15 titres, 7 ans de ma vie. Et les CD sont mal gravés. Alors, je ne vais pas croire que c'est fait pour, mais en tout cas, je ne peux pas rééditer 15 bouquins. Parce que tout a été fait pratiquement sur des synthiques, des machins, des bidules, et tout ça est perdu. Ça serait vachement bien, quand même, qu'on n'ait pas besoin du snack ou quoi que ce soit pour demander que la courtoisie, je ne sais pas,
le fait qu'on ait plus travaillé ensemble fasse qu'à la fin, on te rend les titres, on te rend les CD et on fait en sorte que si tu veux réutiliser toi-même ton patrimoine, tu puisses le faire. Voilà. Et ça reboucle la question de l'archivage au sens très large d'ailleurs de toutes Tout à ces fait. œuvres. Et c'est pour ça aussi que j'ai énormément peur quand on parle de numérique comme solution. C'est que, par exemple, Amazon a bien bousillé tous les disquaires. Maintenant, ils ne vendent plus certains albums parce que ça ne les intéresse pas d'être avec. Voilà. Et sur le numérique, on en sera la même chose. On remettra les gens intéressants ou les vainqueurs, ceux qui ont eu leur nom dans un dictionnaire de l'histoire de la bande dessinée. Mais les petits gars, les pulls à sueur, etc., on ne les verra pas. Et c'est quand même vachement dommage parce que pour certains auteurs qu'on oublie forcément, c'est des types qui ont eu toute une carrière. Ils ont travaillé pendant 50 ans, ils sont morts avec le crayon à la main, mais ils disparaissent. Effectivement, historiquement, ils n'ont pas marqué, sauf qu'ils étaient là. Et c'est un autre problème encore. Ben, merci à tous. On aurait pu continuer longtemps, mais merci Thierry, Sang-Jonan, Julien, Frédéric. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Reprise des tables rondes, c'est 14h, 14h30 14h30. 14h30. Merci à tous pour votre attention. Bon appétit. Bon appétit, bonne journée.